Bienvenue à Ciné-Histoire spéciale Critérion. Aujourd'hui, film numéro 47, qui est un des rares thrillers qu'on a vu jusqu'à présent, et on a nommé Insomnia, mais la version originale, donc qui nous provient de Norvège. Ben oui, premier film norvégien de la collection. Puis je sais pas si c'est le dernier, parce qu'il y en a, Kori Maki, en tout cas je me souviens plus, il y a un autre norvégien là, qui est quand même bien connu, mais un film de Erik Skjoldbjærg, hein, vous pardonnerez mon accent, j'aime beaucoup les films scandinaves dans la vie, puis j'aime leur langue aussi, mais je sais pas si mes 20 ans de hockey m'ont servi à prononcer des noms comme il faut, là, mais c'est quand même, ça devrait pas être super. Ça va être un film, ça va être une émission probablement très courte, parce qu'il y a pas, ben c'est pas le genre de film à avoir de l'analyse tant que ça, là, tu sais, c'est plus une étude de personnage vu, ben c'est un polar, on va se le dire, là, c'est vrai qu'il fait froid en Norvège. Ben c'est ça, c'est blanc oui, sur un temps. Ben oui, ben c'est bleu, c'est blanc et bleu, là, vraiment. Puis c'est difficile dans ce film-là de pas analyser la version de Nolan, puis c'est un peu ce que je vais faire dans mes parties, mais c'est dur d'avoir beaucoup de contenu sur Insomnia seul, dans le fond, surtout parce que la version de Nolan a fait beaucoup d'ajouts, s'est approprié certaines choses, a poussé plus loin, a une version plus longue, tu sais, il y a plein d'affaires, mais bon, on va essayer de pas trop le faire, mais on va le faire quand même. Ben oui, on va le faire. C'est ça. On n'essaiera pas de pas le faire, parce qu'on a une section au complet, en fait, sur les deux, donc, ça, je disais. ben oui. Insomnia, en fait, un film de Skjoldbjærg, comme j'ai mentionné, un réalisateur norvégien, surtout connu pour Insomnia évidemment, mais aussi pour un autre film qui s'appelle Prozac Nation. C'est avec Jason Biggs puis d'autres gens. En tout cas, c'est en 2001, je crois, là. C'est tout de suite après. Je pense que c'est son premier film après Insomnia qui l'a fait connaître. Mais il a fait également la série, le film Pioneer qui a été présenté au TIFF. Il a fait une série aussi, mais c'est ça, il est pas beaucoup sorti de la Norvège. Bon, malheureusement, j'imagine, parce qu'il a l'air quand même d'avoir beaucoup de talent, mais on voit pas beaucoup de son œuvre. Insomnia 1997. C'est notre plus récent. Non, 80. Non, parce que Armageddon, je pense que c'est 98. 98, ouais, ça se peut. En tout cas, un des plus récents, puis c'est le deuxième de 1997 dans cette dizaine-là, là, avec Taste of Cherry. Donc, c'est un film, c'est ça. Crime, mystery, thriller. C'est une enquête, là. Ben, c'est une enquête, mais atypique. On va dire ça de même, parce que on nous présente le tueur rapidement, puis on est même pas dans une chasse. C'est bizarre. On est dans une étude de personnage. On a un personnage principal au moral douteuse, on peut le dire comme ça, qui a des techniques qui sont pas plus reconnues. Fait que c'est particulier comme film. Mais je te laisse continuer la fiche. Ouais, ben, ça va être très court, là, beaucoup de noms parce qu'on connaît pas beaucoup les gens évidemment, mais bon, format widescreen 1.85, 1 en couleur. Scénario est de Skjoldbjærg et de Nikolaj Frobenius, qui est scénariste et auteur norvégien aussi dans la vraie vie. La musique est de Geir Jensen. C'est son premier film, mais c'est aussi il y a pas un groupe là, mais c'est comme pas un DJ, mais en tout cas un compositeur connu sous le nom de Biosphere. Il y a le directeur photo, c'est Erling Thorman Andersen. Le montage est fait de Håkon Overas, qui est surtout connu comme producteur parce qu'il y a seulement 4 films en tant que monteur. Les décors sont de Eli Bo et les costumes de Runa Fon. Donc la collection dans l'édition Criterion, en fait, il y a une restauration. Là, je sais pas exactement pourquoi, parce que c'est un film quand même assez récent. Mais bon, ça a l'air d'être un film pas nécessairement de série B, mais c'est un film à petit budget là, quand même pour la Norvège, évidemment. C'est l'équivalent d'un budget d'un film québécois. Là. C'est pas très élevé. Il y a aussi une conversation avec Erik Skjoldbjærg et Stellan Skarsgård qui joue le rôle titre. Ben pas titre, mais le rôle principal. C'est celui qui dort pas dans le film. Ouais, c'est ça, exactement. Quasiment un rôle titre. Il y a aussi 2 courts-métrages de Skjoldbjærg qui a fait avant Insomnia, donc Near Winter et Close to Home. Il y a la bande-annonce du film et un livret avec un essai du critique Jonathan Romney. Insomnia, ben on sait pas non plus. C'est pas le film le plus connu non plus de Christopher Nolan, mais c'est probablement la seule version que vous connaissez du film là, ou dont vous avez entendu parler. Mais ça parle en fait d'un policier, mais dans ce cas-là, un policier suédois qui est envoyé avec son partenaire en Norvège. Donc il y a quand même une rivalité entre la Norvège puis la Suède. Là. On le voit à quelques moments dans le film, mais pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, là, c'est ça, c'est comme
c'est un gros downgrade, là, disons. Il se ramasse en Norvège, d'autant plus il se ramasse dans le nord de la Norvège, donc à un endroit où le soleil ne se couche pas. Donc c'est dépasser la ligne, le cercle arctique, cercle polaire. Donc, pour enquêter sur la mort d'une jeune fille qui a été assassinée. On sait pas trop par qui, évidemment, mais donc c'est ça, il va être là pour enquêter là-dessus avec son partenaire. Puis, je pourrais peut-être juste pour... je sais pas si je l'avais noté en quelque part le nom. Parce que je vais essayer de... C'est pas des acteurs très connus, évidemment, à part Stellan Skarsgård. Mais c'est ça, il va enquêter dessus, puis peu à peu, il va... semi-accidentellement, il va... tuer son partner. Ouais. Et oui, dans le brouillard de la Norvège. Ouais, ben c'est ça, ils réussissent en fait à piéger le tueur, puis finalement il y avait une porte de sortie, une espèce de tunnel creusé à même la montagne, donc puis là il se ramasse c'est ça dans ce brouillard là, puis il tue son partenaire qui était interprété, c'est ce que je voulais voir, par Sverre Anker Ousdal, qui n'est pas très connu, mais bon, je tiens quand même à le mentionner. Puis là après ça il va tomber un peu, ça va l'affecter quand même. Le personnage Skarsgård, lui, il joue Jonas, en fait, Jonas Engström. Ça va l'affecter. Mais il va quand même poursuivre le cas parce qu'il va cacher aux autres, en fait. Là, il va dire que c'est le tueur, en tout cas la personne qui pourchassait qui a tué son partenaire et non pas lui. Pourquoi il dit ça, c'est pas trop clair parce qu'on sent qu'il aurait pu quand même avoir le bénéfice du doute là. Mais c'est parce que je pense que c'est peut-être mieux exploité dans la version de Nolan, c'est qu'il est pas certain si c'était voulu ou pas. Ouais, mais aussi je pense que parce que ça a pas pu être transposé dans la version de Nolan parce que ça se passe aux États-Unis, mais les policiers en Norvège ont pas le droit d'avoir des armes à feu sur eux. Puis lui, c'est un policier suédois mais qui est en Norvège, donc il serait pas supposé d'avoir une arme. Son partenaire avait une arme, puis lui aussi en avait une. Donc, je crois que c'est pour ça un peu qu'il a camouflé, j'imagine, le meurtre. Parce qu'il n'est pas supposé avoir une arme. Après ça, il la cache, puis en tout cas, il essaie c'est là qu'il tombe un peu dans la... je sais pas comment dire là, mais en tout cas qui devient un mauvais policier là, il commence à cacher à dissimuler un peu les preuves concernant le... Ça on le voit bien là, dans la version de Nolan aussi, fait que c'est bon. J'aime pas faire ça, mais en même temps je pense que j'ai pas vraiment le choix, mais on peut parler en fait on va juste finir le résumé puis on pourra approfondir la version de Nolan qui fait des ajouts quand même considérables. En fait là, il va continuer c'est ça à enquêter dessus, puis il va finalement trouver le coupable, mais il va pas nécessairement entretenir une relation avec, là, mais il va pas essayer de l'arrêter, en tout cas pas tout de suite, parce que le tueur a vu qu'il a tué Jonas Engström a tué son partenaire. Donc c'est ça va, ce qui donne, c'est ça donne une dynamique assez étrange entre les deux. Ils vont discuter justement là-dessus, puis pendant tout ça il fait de l'insomnie, Stellan Skarsgård, donc c'est pas évident, il commence à paranoïer sur certains éléments, tous ces petits défauts, disons, commencent à ressortir un petit peu, là. Il y a un semi-attouchement de mineur qui est douteux. En tout cas, c'est pas un policier noir, c'est un bad cop, là. Ouais, c'est ça. Bad cop. Donc, voilà. Mais oui, on peut peut-être entrer dans la version de Nolan avant de retourner au film parce que moi c'est ma première expérience que j'avais de ça, puis ça faisait longtemps que je l'avais pas vu là. Je pense que c'est un des premiers films de Nolan, à part les Batman mettons là, que j'ai vu, puis je l'avais jamais revu. C'est un film de 2002, donc pas très longtemps. C'est un remake quand même fait assez rapidement là, après là 5 ans, ça c'est assez rapide là. C'est un remake, tu fais ça au bout de 20 ans, il y a pas de remake de Star Wars, il y a pas de remake de peu importe là, mais tu sais il y en avait quand même eu des, puis c'est drôle parce que c'est un autre film scandinave, mais Millennium par exemple a été refait 2 ans après, donc c'est pas mal les plus courts délais là, mais habituellement c'est ça prend au moins une dizaine d'années avant de refaire quelque chose. Quand je disais là ma différence entre remake et pas remake, mais tu sais ça pour moi c'est plus une adaptation d'un matériel de base là. Fait que puis un remake c'est vraiment c'est ça, tu le fais 20 ans plus tard. Si on refait Harry Potter c'est un remake, mais si en 2002 il avait fait Harry Potter au Canada, j'aurais pas dit que c'était un remake mais une adaptation d'un matériel de base là. Puis peut-être que je suis la seule à penser de même, peut-être que ça a pas de sens puis que c'est vraiment un remake, mais c'est parce que s'il y a un autre Harry Potter, je vais t'accorder que ça va être une adaptation différente parce que c'est basé sur un matériel.
Mais ça, c'est un film original, tu sais. La chose qui existe à la base. Mais même Millennium, là, tu sais, Millennium, c'est des livres. Il y a un matériel de base, mais je veux dire, le fait d'avoir un film, d'un pays nordique, là, scandinave, mais d'avoir un film américain aussi, pas longtemps après, tu sais, pour moi, c'est pas un remake, c'est une différente adaptation, mais comme... Mais non, c'est un remake, c'est malheureusement un remake, je suis désolé de te l'apprendre. Mais ouais, c'est ça. Donc, il y en a sûrement qui sont d'accord avec moi. Laissez-nous un commentaire. Ben, si c'est basé sur... Si c'est un roman, justement, de faire une autre version... Je parle pas nécessairement d'avoir un matériel d'origine d'un roman ou peu importe. Là, je parle... Tu sais, comme j'avais déjà parlé de ce film-là, LOL, le film français, puis le film avec Miley Cyrus puis Demi Moore, qui c'est le même film plan par plan, puis tout ça. C'est pas un remake, c'est le même, tu sais, c'est comme en faire un autre, ouais, mais... Comme Funny Games de Michael Haneke, c'est un remake, malheureusement, c'est la triste réalité. Je les classe pas là-dedans, mais bon. Donc, la version de Christopher Nolan, le remake de Christopher Nolan, qui est avec Al Pacino dans le rôle de Skarsgård, dans le fond, puis nul autre que Robin Williams dans le rôle du vilain. C'est pas son premier rôle de ce genre-là. Dans le fond, dans la même année, il a joué dans One Hour Photo, qui est Photo Obsession, je pense, en français. Écoute, j'ai regardé ça parce que, bon, on le sait, là, Robin Williams, c'est my man, mais j'avais regardé ça quand j'avais, c'est ça, 12 ans, finalement. Puis c'était particulier. C'est un homme obsédé par une famille qui développe leurs photos, puis, tu sais, est un peu creepy, là, qui les espionne, puis tout ça. Mais il y avait, avant ce film-là, il avait fait beaucoup des rôles humoristiques, fait qu'on trouvait ça un peu dangereux, là, de donner ce rôle-là. Puis finalement, ça marche bien, je trouve, là, il le rend très très bien. C'est un film qui aurait pu être réalisé par Jonathan Demme, de Silence of the Lamb, mais finalement, c'est pas ça. Puis tu vois, je me suis même mis remake, entre guillemets, en faisant ma recherche, mais j'avais écrit, en fait, que c'est davantage un remake qu'un Nolan, parce que il y a pas les caractéristiques d'un Christopher Nolan, ce film-là. C'est surtout aussi que c'est le seul film que c'est pas lui qui a écrit. C'est ça, exact. Donc, tu sais, oui, c'est un film de Christopher Nolan, mais bon, qui... Tu sais, si on regarde la filmographie de Christopher Nolan, tu sais, manifestement... c'est son premier film d'un studio d'Hollywood, là, en fait. Parce qu'avant ça, il avait juste fait Memento, puis... comment ça? Pas Trainspotting, mais... Following, voilà. C'est ça, c'est son premier... tu sais, je pense qu'il a quand même bien géré aussi ce film-là qui est de plus grande envergure que ce qu'il avait fait avant. Mais on retrouve un petit peu de caractéristiques de ces films en général. Tu sais, il y a du matériel qu'on n'avait pas dans le film de base, mais il y a comme une espèce de leitmotiv là, d'un morceau de tissu qui s'imprègne de sang, qu'on voit là beaucoup dans le film à chaque fois, puis on comprend jamais c'est quoi jusqu'à temps qu'il explique son passé nébuleux. Puis là, c'est justement un point où il s'écarte de la version de base dans... tu sais, parce que ce que Nolan fait, c'est que son personnage va prendre ce cas-là, dans le fond, parce que, pis là, c'est absolument pas clair dans le film, il a fallu qu'on le lise pour le savoir, parce que il avait enquêté sur le fameux cas du tissu qui s'imprègne de sang. À LA, puis dans ce cas-là, il avait fabriqué des fausses preuves. Fabriqué des fausses preuves, puis pour que le jury arrête l'homme en question, dans le fond. Puis c'était peut-être pas le bon coupable, puis là ça a l'air que quand il entend parler du cas, il retrouve certaines caractéristiques communes à l'autre de Los Angeles, il décide d'y aller pour voir si c'est pas le même tueur, tout ça. Donc mais c'est quelque chose qui est comme jamais amené tant que ça. Puis dans ce film-là, son partenaire est aussi en train d'enquêter sur lui à LA dans une espèce de commission là sur qui va témoigner, le cas précédent là, puis essayer de prouver qu'il a planté des preuves et tout ça. Donc c'est quand même quand Al Pacino le tue, il y a comme disons un peu plus d'ambiguïté à savoir est-ce que c'était voulu ou pas, alors que dans la version de 1997 là, il y a pas vraiment, tu sais, les deux ont l'air de quand même bien s'entendre, les partenaires, puis ça a l'air de faire quelque chose là, de l'avoir tué, mais il y a pas cette on sent que Skarsgård est quand même pas corrompu, mais il s'est fait chasser justement de la Suède pour avoir, je pense, c'est couché avec une femme qui était témoin dans l'affaire ou l'une des personnes, là, donc c'est pour ça qu'il s'est fait chasser. Mais c'est ça, dans les deux cas, là, on sent que les policiers est pas
Mais même, je trouve que Al Pacino est quasiment plus glorieux là, dans son personnage que Stellan Skarsgård. Ben, c'est sûr parce qu'il fait pas d'attouchement sur une mineure. Ouais, ben il y a ça, mais il y a aussi que, tu sais, mettons, Al Pacino, il y a comme un sentiment de closure à la fin du film, alors que Skarsgård, il y a pas ça là, du tout. Là. Skarsgård, ouais, ils ont pas la même fin non plus. Là. Ils ont pas la même fin, mais Skarsgård, à la fin du film, tu sais, ils s'en retournent, on sait pas si c'est en Suède ou en tout cas ailleurs en Norvège, là. Mais on sent que il a pas changé vraiment là, dans ça, alors qu'Al Pacino, on sent quand même qu'il a évolué, hein, comme dans tout film Hollywood. Son passé, c'est ça, comme dans tout film hollywoodien. Et oui. Puis ben cette version-là, Insomnia, bon, ça se passe en Alaska, dans une place aussi où le soleil se couche pas ou très peu. Puis il y a beaucoup plus de lumière dans le film. On disait que l'autre était blanc, bleu, puis tout ça, mais ici c'est pas vraiment le cas. Là, on est plus, il y a du soleil, puis tu sais c'est plus le fun. Mais je pense aussi ça voulait un peu rehausser parce que c'est l'idée aussi qu'on se fait de la Scandinavie, là, que c'est tous les murs sont blancs ou tu sais c'est très blanc, très bleu. Puis je pense aussi que c'est pour je pense que plus le film avance, plus il devient blanc, là, un peu comme pour quand t'es fatigué puis que t'as de la lumière blanche puis tout, t'es comme un peu ébloui puis toujours un peu mal aux yeux, mal à la tête. Là, je pense que c'est un peu voulu. Dans celle de Nolan, bon, c'est un peu il fait juste soleil là, au final. Là, c'est... Ouais, puis on disait aussi, il se met à halluciner, mais on le voit beaucoup plus dans la version de Nolan que dans l'autre aussi. Dans l'autre, pour vrai, Insomnia, tu sais, ça résonne pas. Mais dans les deux, j'ai trouvé, tu sais, on comprend que les deux personnages ont pas vraiment de sommeil à cause qu'ils sont pas capables de dormir vu que c'est ça, il y a jamais de nuit. Mais je trouve que c'est pas super bien exploité d'un côté comme de l'autre, là, malheureusement. Tu sais, je pense que c'est le moins bon de Christopher Nolan. Mais en tout cas, c'est ça, il est moins caractéristique de son style aussi, mais j'ai trouvé là que il tombait, les deux versions tombent un peu à plat, mais différemment. La version de Nolan, ce qui est bien, c'est qu'ils réussissent à, je trouve, décomplexifier l'histoire ou en tout cas, enlever un peu de mystère ou de confusion qui règne dans la version de 97 pour justement là, nous mettre plus in your face là, en tant que public américain qui est pas capable de pas se faire mettre tout d'en face là, mais j'ai trouvé que la version norvégienne était très confuse par moments, par plusieurs moments. Bon, c'est peut-être aussi parce qu'on n'a jamais on est toujours, en tout cas c'est peut-être juste moi qui se sentais pogné un peu là, mais on est toujours en gros plan ou presque. On n'a jamais vraiment de contexte de la pièce, qu'est-ce qui se passe, tu sais, on est toujours un peu pogné, ce que je ressens pas du tout là, dans la version de Nolan là, mais... Non, mais je suis d'accord, puis c'est vrai que c'est un peu moins confus. Par contre, dans les deux films, mais c'est sûr Nolan le fait moins, mais dans les deux films, j'ai trouvé que la relation entre le policier et le tueur, c'est tellement bizarre, on comprend pas. C'est pour ça que je disais, c'est pas un film d'enquête traditionnel où on cherche quelqu'un, parce que après X temps, on le sait, c'est qui le tueur. Par contre, dans les deux, c'est jamais vraiment prouvé, c'est jamais vraiment clair que c'est ça vraiment qui s'est passé, puis tout ça. Ça l'est un peu plus dans la version de Nolan, parce que je pense qu'il y a vraiment des aveux là, de Robin Williams, mais tu sais, on comprend pas trop, puis ils le chassent pas vraiment, puis ils vont fabriquer des fausses preuves, essayer d'inculper des adolescents qui ont même pas rapport, ils vont comme se développer une relation, les deux, de quasiment de partenariat, en fait, là, parce que lui aussi il l'a vu tuer son partner, donc puis il l'a entendu aussi parce que le partner, juste avant de mourir, a dit à Pacino, dans le fond, de s'éloigner parce qu'il avait peur de lui, puis tout ça. Puis là, c'est là qu'il a réalisé que peut-être qu'il l'avait tiré consciemment. Bon, ben, tu sais, on était complètement dans le brouillard, là, c'est comme impossible. Mais l'autre l'a entendu, puis là, il essaie de faire un deal de, tu sais, si tu le dis pas, ben là, je vais pas le dire non plus, bon, plein d'affaires. Mais c'est pas le fun. Comme, je trouve que oui, le remake est meilleur, mais c'est pas un matériel de base qui est le fun à travailler. Je sais pas, c'est pas un film d'enquête traditionnel, on n'est pas dans l'accumulation de preuves, les fausses pistes, c'est complètement autre chose qu'on n'a jamais vu avant, mais j'aime pas ça. C'est pas bien fait, c'est pas bien rendu. Mais pour moi, tu sais, je veux dire, je sais pas toi ce que t'en as pensé, mais... Ben, tu sais, c'est ça, c'est un peu... c'est le principe d'un polar, là. Moi, je trouve que c'est vraiment... parce que les Scandinaves sont très bons dans le polar, là. Bon, il y a Joe Nesbo, mais il y a aussi, tu sais, Millennium, là, Stieg Larsson. Parce qu'il y a quand même un gros
une grosse littérature en Scandinavie là, sur ces films-là, puis des films qui se passent dans la neige, puis des trucs comme ça. Donc, moi, j'aime le contexte, mais c'est ça, des fois, c'est un peu moins bien rendu. Millennium, moi, j'ai adoré, surtout le premier, là, mais j'ai vraiment adoré. Puis, tu sais, c'est ça. Celui-là, il me laissait un peu sur ma faim, là, tu sais, c'est ça. Moi aussi, je trouve que c'est un matériel qui est tellement dur à exploiter puis à bien rendre que c'est ça, les deux versions tombent un peu à plat à mon avis. C'est ça, celle de Nolan elle a un petit edge, mais au final c'est ça, celle de Skjoldbjärg je l'aime un peu moins malheureusement, mais j'ai pas autant détesté que toi. Mais j'ai pas détesté ça, mais je veux dire j'ai pas adhéré là. Mais il y a quand même certains éléments qui font que Insomnium mérite quand même une écoute. Bon, il est associé un petit peu à une certaine renaissance du cinéma norvégien, parce que dans les années 90, il y a plusieurs réalisateurs comme Pal Sletton. Bon, c'est tous des réalisateurs que vous connaissez probablement pas. Mais bon, lui il a fait Junk Mail, il y a Bent Hammer qui a fait Eggs et Hans Petter Mullen qui a fait Zero Kelvin aussi avec Stellan Skarsgård. Puis c'est d'ailleurs là que Skjoldbjärg a vu l'étendue des talents de Skarsgård puis qui lui a demandé justement de venir jouer dans Insomnia. Skarsgård déjà à l'époque il jouait dans certaines productions américaines là. En 97 c'est l'année de Good Will Hunting aussi, donc voilà, mais c'est ça fait partie là, c'est ça de ces romans ou de ces films policiers scandinaves. J'en ai pas vu beaucoup, mais il y a par exemple on a mentionné là Millennium, mais il y a aussi la série là, Netflix Lillehammer avec un personnage américain et tout le reste norvégien que j'avais quand même apprécié. Ouais, j'avais vraiment apprécié aussi là. J'aime l'hiver là, dans la vie, j'aime l'hiver au cinéma aussi, je trouve que c'est beau, le blanc puis les étendues puis tout, les grandes étendues, puis non, c'est grandes étendues, puis c'est ça, non, il y a ça, il y a évidemment Stellan Skarsgård, je trouve que il est très très bon. Je le trouve meilleur qu'Al Pacino, même qui joue pas le même rôle. Il joue deux personnalités quand même assez différentes, mais Skarsgård, il a comme le visage de quelqu'un qui est toujours en dépression puis qui est toujours en manque de sommeil. Donc j'ai vraiment aimé sa performance là. C'est une des meilleures performances que j'ai vues. Les Skarsgård, on va se le dire, là, ils font peur là. Ouais, ils ont pas toutes la même. C'est ça le Bill, là, c'est le clown dans It. Mais il y a pas toutes Big Little Lies aussi. C'est parce que lui c'est le père, Skarsgård. Ouais, c'est ça. Puis mais il y a justement c'est ça le gars dans Big Little Lies que mon Dieu, lui il fait peur pour vrai là. Je sais pas, ils ont tout un visage un peu mauvais. Non, c'est vrai, mais c'est ça, Skarsgård il était vraiment bien, puis la cinématographie aussi, toi je sais que t'aimais pas tant ça, que ce soit tout blanc ou bleu ou peu importe là, mais moi j'ai quand même bien aimé. Non, mais je veux dire ça fit avec l'environnement, c'est sûr, mais comme je trouvais déjà dans la version de Nolan qu'on avait un petit peu plus de vie là-dedans, puis c'est pas que c'est pas un bon choix ou laid là, c'est juste que c'est plate, tu sais, ça se veut aussi plate. Oui, je comprends l'objectif, c'est juste que Colin, c'est déprimant, je le sais, c'est voulu pis tout ça. Mais j'aimais mieux justement avoir un peu plus de chaleur là, dans chaleur énergie aussi dans la version de. Il y a d'autres personnages aussi dans Nolan. Il y a Hilary Swank là, qui joue une policière qui est comme en admiration envers lui. Dans la version norvégienne, c'est pas vraiment ça, c'est une autre enquêteuse, mais qu'on voit pas tant que ça. C'est Maria Mathisen. Puis il y a pas vraiment de. Mais c'est parce que là, ce qui arrive, c'est que dans la version de Nolan, Hilary Swank doit enquêter sur... Ah non, c'est Gisken Armand, pardon. Bon, elle doit enquêter sur la mort là, du partenaire. Donc là, ça crée une petite tension. Puis il n'y a pas vraiment ça dans l'autre film. Puis elle va découvrir... Parce que là, il va passer par plusieurs stratagèmes là, pour faire voir que c'était pas son arme, c'était pas ses balles, c'était pas plein d'affaires. Il y a une belle scène que les États-Unis n'ont pas voulu montrer, où dans la version originale, on tue un chien. On le voit. Je pense qu'on le voit pas, non, en tout cas, mais on le voit pas. Le chien est déjà mort, fait qu'il va tirer dessus, mais juste pour que la balle soit éclatée dans le fond là. Mais c'est ça, il y a ça. Puis il y a le fait aussi que là, elle devient suspicieuse, ça devient dangereux, tu sais, puis elle y montre là, très clairement qu'elle est au courant en le prenant dans ses bras puis en touchant son arme dans le bas de son dos. C'est vraiment des moments puissants.
c'est ça. C'est un petit ajout là, à la trame qu'on n'avait pas au début, qui est correct, je pense. Ouais, ben dans les deux cas, on a mieux aimé la version de Nolan. Pas nécessairement malheureusement. Là. C'est un de mes réalisateurs favoris, mais c'est toujours tendance à penser que l'original est meilleur que le remake. Puis ici, ben c'est ça. Je pense que les ajouts sont quand même assez intéressants, mais ça reste un film plus conventionnel. L'autre, c'est vraiment... On est comme dans le... Pas dans le Heart House, mais tu sais, on est dans le film indépendant, là, on le sent, là, comme... Mais les deux ont des bonnes qualités, mais c'est ça, les deux m'ont laissé sur ma faim, malheureusement. Puis à moins qu'il y ait peut-être d'autres choses à rajouter, parce que ça, il n'y a pas grand-chose. On peut pas parler tant que ça du cas, parce qu'on veut pas le dévoiler non plus, mais c'est ça, moi j'irais avec ma note qui serait, sans plus de cérémonie, un 6 sur 10. Donc c'est un bon film, peut-être que je le réécouterai là, maintenant que je suis plus au courant de ce qui se passe dedans, puis je pourrais peut-être avec une deuxième écoute peut-être mieux en profiter, mais c'est ça, c'est un film qui m'a plus laissé sur ma faim qu'autre chose, donc mais dont je reconnais quand même une certaine qualité, donc voilà, un 6 sur 10 pour moi. Ben parfait, écoute, de mon côté un petit peu moins positif, je vais y aller avec un moyen 5. C'est ça, c'est un film qui m'a laissé sur ma faim aussi, mais duquel je me rappelle pas tant que ça non plus. Tu sais, c'est pas quelque chose qui marque, c'est pas quelque chose qui est beau, c'est pas, tu sais, y a pas d'énergie, y a pas de lumière, y a pas, tu sais, c'est difficile à suivre aussi, parce que d'une part parce qu'on a la barrière du langage, lecture de sous-titres, mais aussi parce que j'ai l'impression que tout va trop vite. On dirait qu'ils ont pas pris le temps vraiment de bien faire les choses, puis le fait d'être dans une enquête qui est, comme je disais, pas montée de façon traditionnelle, c'était pas facile. Puis notre amie Camille qui était avec nous avait trouvé à peu près la même chose. On l'a pas à l'émission avec nous pour ce film-là, mais c'était pas facile pour elle non plus. Donc voilà. Ben c'est pas grave, hein. Il y a de tout pour tous dans la collection Criterion. Donc au prochain épisode, on va parler ben oui, c'est ça, on va parler de Black Orpheus, Orfeo Negro, un film brésilien mais fait par un Français. Donc on va pouvoir parler de ça. Donc merci d'avoir été des nôtres pour Insomnia. Puis on se retrouve au prochain épisode. Salut!